Donc, bonjour, merci beaucoup de prendre du temps dans le cadre de ces auditions donc, qui sont lancées dans le cadre d'une campagne collective donc sur une votation citoyenne sur l'eau est à nous et pas aux multinationales. Et c'est particulièrement important et intéressant pour nous de vous parler à tous les deux aujourd'hui parce que vous allez nous parler de la situation de Vittel et que Vittel est un des lieux emblématiques de la main basse sur la ressource en eau par des multinationales et par une multinationale en particulier, vous allez nous en parler. Donc merci Bernard Schmitt d'être avec nous donc, du collectif O88. Merci René Schmitt d'être avec nous aussi dans le collectif O88 et aussi animatrice du site et des pages L'eau qui mord. Donc merci à tous les deux de prendre le temps. Et peut-être pour commencer, je vais vous demander de raconter le combat que vous menez à Vittel contre la multinationale Nestlé et de commencer peut-être par ce qui s'est passé ce dimanche, puisque ce dimanche 21 mars, à la veille de la Journée mondiale de l'eau, vous avez organisé une marche et donc j'aimerais que vous nous racontiez cet événement. Voilà. Alors dimanche, nous avions répondu à l'appel d'une vingtaine d'organisations, dont le collectif O88, à un rassemblement, ce n'était pas une marche, mais c'était un rassemblement qui portait sur les thèmes de l'eau et au cours duquel toutes les organisations, tous les citoyens qui sont venus avaient décidé de dire halte, ça suffit, il faut l'arrêter avec toutes les activités humaines qui sont dangereuses pour l'eau. Et on a été extrêmement surpris de finalement réaliser le nombre incroyable d'atteintes à l'eau dans les Vosges. Alors, je vous les liste rapidement. Il y a l'embouteillage de Vittel avec l'essai, on va en parler tout de suite. À Épinal, il y a un projet de papeterie qui va fabriquer du carton. D'ailleurs, un de ses principaux clients, c'est Nestlé, et qui émet des rejets polluants dans la Moselle, dont l'étiage est très faible. Il y a aussi à Épinal un projet de bassin d'eau vive pour permettre l'entraînement d'équipes de kayak pour les Jeux olympiques de 2024. Bon, ce projet de bassin d'eau vive est un non-sens sur le plan de la consommation d'énergie et de l'impact sur l'eau et la biodiversité en général. On a aussi à Mirecourt, tout près de Vittel, un entrepreneur qui vient d'être autorisé à construire un circuit automobile avec non seulement de la pollution aérienne, des nuisances sonores épouvantables, mais aussi une mise en danger de l'eau par des rejets toxiques liés à la pluie qui lessive toutes les saletés que peuvent dégager les voitures. À Gérardmer, on a dans les Hauts-de-Vosges des usines de blanchiment de textiles qui, parce qu'elles blanchissent des balles de coton OGM qui viennent du Pakistan ou d'Inde, larguent dans les rivières des quantités importantes de pesticides. Donc, les rivières sont mortes dans les Hauts-de-Vosges. Et puis, dans les Hauts-de-Vosges, on a l'industrie du ski aussi. Et comme il n'y a plus de neige, il y a une fabrication très importante de neige artificielle qui nécessite de l'eau en très grande quantité. Et vous savez que la neige artificielle, c'est polluant aussi pour les eaux. Voilà. Donc, ça pompe l'eau et ça la pollue. Et puis, sans parler, bien sûr, de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'agriculture industrielle qui balance des pesticides, des nitrates partout. Et puis, on a aussi dans les Vosges une mainmise par Veolia, la SOR et Suez, comme partout en France, sur les distributions d'eau. Voilà. Donc, on s'est réunis tous ensemble. Le préfet nous a fait quelques histoires parce qu'on voulait donner un caractère ouvert à toute forme d'expression culturelle pour ce rassemblement. Et il nous a carrément interdit de faire de la musique. Voilà, heureusement, on avait des poètes, des conteurs, des troubadours qui ont remplacé. Et des chanteurs sans instruments. Et des chanteurs, les manifestants ont chanté. Voilà, pour dire qu'il faut, pour la lutte, il ne faut pas non plus se laisser enlever petit à petit, grignoter tous nos moyens d'expression culturelle. Voilà, ça c'était pour notre manifestation de dimanche, donc un pas vers une entente des luttes, un pas. Et sur des thèmes communs comme l'eau, en sachant, on l'a rappelé que les combats sur l'eau, le climat, la biodiversité, c'est indissociable. Pour nous, c'est indissociable. Merci beaucoup René-Lise parce que c'est précieux donc d'avoir effectivement
aussi la liste de ces combats sur l'eau qui sont vastes et effectivement nombreux. Et alors plus particulièrement... Mathilde, excuse-moi, j'ai oublié de parler d'autres sujets qui sont plus Grand Est. Je veux juste les citer. C'est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, hein, qui a un risque d'impact économique sur toute la région et un risque de pollution en aval. Et puis, à côté de Bure, il y a Unitech, un projet de laverie nucléaire qui risque de polluer la Marne. Et puis, à l'autre extrémité du département, dans l'Est, eh bien, on a Stocamine, tout le monde connaît le sujet, avec les enfouissements de déchets toxiques qui menacent la nappe alsacienne. Et puis, Knauf aussi, qui entraîne un risque de pollution d'eau. Voilà. Merci. Effectivement, parler de Bure notamment et de Stocamine, c'est extrêmement important. Peut-être du coup sur votre combat, vous que vous menez à Vittel, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui peut-être ne connaissent pas la situation, quelle est la situation sur laquelle vous vous battez? En fait, notre combat sur Vittel, contre Nestlé, il faut dire le mot, mais si c'était un autre minéralier, ce serait contre un autre minéralier. C'est un combat de 5 ans, donc c'est pas très long, mais c'est déjà beaucoup. Et il est intéressant parce que Vittel, c'est le grand tournant de la marchandisation mondiale de l'eau dans les années 70. Pourquoi? Parce que jusque dans les années 70, l'extraction de l'eau, globalement, ça commence à la fin du 19e, pour faire court, hein. Et on met les bouteilles on met l'eau en bouteille dans des bouteilles de grès, puis ensuite ça va être du verre. Donc tout ça c'est difficile à transporter. Ça permet que des distributions locales ou régionales. Avec le train, on est allé un peu plus loin. Et en 70, c'est le plastique, hein. Et c'est le plastique qui va révolutionner la marchandisation. Donc on invente. Pourquoi on invente le plastique à Vittel? Parce qu'Air France veut des bouteilles qui ne cassent pas et qui ne tuent pas les passagers dans ses avions. Et puis demande à Vittel en disant, est-ce que vous n'avez pas une idée? Et Vittel, qui avait un partenariat avec le Sieur, à l'époque, certains s'en souviennent, on mettait le vinaigre et l'huile dans des bouteilles plastiques. Et à Vittel, on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas l'eau en bouteille plastique? C'est ce qui a été fait. Du coup, 1 kilo d'eau, c'est 1 kilo. Alors qu'avant, 1 kilo d'eau, c'était 1,4 kg, 1,5 kg, je ne sais pas. Et pour ce faire, il fallait transformer l'usine d'eau en usine de plastique, ce qui n'était pas dans les compétences de Vittel. Donc, on a fait appel à des capitaux, et Nestlé est monté au capital à la fin des années 70, est monté au capital de Nestlé. Hein, voilà. Donc, à l'époque, on a commencé à mettre des bouteilles en PVC. Le PVC, c'est du polychlorure de vinyle, qui n'était pas terrible, mais on produisait juste avant le plastique 400 millions de cols. Alors, colle, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une idée de taxe, mais ça veut dire des bouteilles. Alors, il y a des petites, des grandes et des moyennes bouteilles. On va retenir qu'une bouteille, c'est 1 litre ou 1,5 litre, et puis ça nous donnera une idée. Et il y avait 4500 salariés. Et on en parlera plus tard. Donc, Nestlé prend le contrôle des usines vers 1990 en totalité, d'accord. Et là, déploie ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire de verser des dividendes aux actionnaires. Hein, donc, c'est le principe premier de rentabilité. Hein, et donc, il faut soit augmenter la production, soit diminuer les dépenses. Le mieux, c'est de faire les deux. Hein. Donc, concernant l'augmentation de la production, il y a plusieurs variables sur lesquelles on peut jouer. C'est déjà quelle quantité d'eau on met en bouteille à partir des nappes existantes. Il y a quelques années, Nestlé certifiait qu'il ne mettait pas plus que 20% de la recharge dans les bouteilles. Aujourd'hui, c'est forcément plus, puisque la pluviométrie a baissé et que la production a augmenté. D'accord? C'est une variable un peu compliquée. La deuxième, c'est augmenter le nombre de nappes en exploitation. C'est ce qu'a fait Nestlé. Il y avait 2 nappes historiques en exploitation. Nestlé a obtenu du gouvernement français en 1992, je ne citerai pas le nom du ministre et le nom du responsable de la pharmacie, mais on a autorisé Nestlé à embouteiller l'eau la plus profonde qui, manque de bol, était l'eau du robinet des habitants. Le conflit d'usage est né à cette époque-là. Et comme on s'apercevait depuis les années 1970, le BRGM disait, mais attention, cette nappe, elle ne va pas durer très longtemps, elle est en surexploitation. Eh bien, en 2016, suite
aux différentes mesures qu'on a dû prendre dans le cadre des directives européennes sur l'eau, l'idée a été géniale et de dire, ben, c'est simple, on va permettre à Nestlé de continuer à exploiter, voire d'augmenter sa production. On a des documents là-dessus. Et pour ça, eh bien, on va abreuver la population avec une eau venue d'ailleurs, d'où l'idée d'un pipeline. On va aller chercher de l'eau à 15 bornes de Vittel et on va mettre ça au robinet. On s'est révolté. Et je pense une partie de la population aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut entendre, d'autres qu'on ne peut pas entendre. Donc, ce projet fou de pipeline a été bloqué par l'État, on va dire, peut-être avec Nestlé d'ailleurs, parce que l'image étant tellement mauvaise, a été bloqué en 2019. D'accord ? Eh bien, en 2019, comme aujourd'hui, on produisait 1,5 milliard de colle et on avait 900 salariés dans l'usine. Donc, on voit bien l'effort de productivité qui a été fait. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la productivité, ou la production et la productivité. Et pour diminuer les dépenses, c'est l'automatisation. Donc c'est assez simple, l'automatisation, ça permet d'avoir des usines vides avec des machines qui travaillent. Je viens de citer quelques chiffres. En arrière-plan de tout ça, c'est la prise de contrôle d'un territoire avec l'accaparement des terres. Pour protéger l'eau, Nestlé a acheté 70% de la surface agricole utile du terrain autour de Vittel, Contrexéville, c'est-à-dire les zones d'exploitation. Et puis, on a vu apparaître aussi de multiples associations et puis des éléments de corruption qui sont actuellement devant la justice, dont on ne parlera pas, mais qui existent. Voilà. Alors, quand on a l'idée de la production d'eau, quand je dis 1,5 milliard de colle, assimilons ça à 1,5 milliard de litres, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça doit l'être un peu. Il faut savoir que pour produire 1 litre d'eau, on consomme 100 millilitres de pétrole. On en consommait sans doute autant avant pour le verre. En soi, et on consomme environ 2 litres d'eau de process. L'eau doit tourner tout le temps dans les canalisations, on lave l'usine, etc. Donc, pour 1 litre d'eau en bouteille, 2 litres, peut-être un peu moins actuellement, ils ont amélioré leur process, peut-être 2 litres par ailleurs. Et puis, pour essayer de développer des marchés, c'est des niches commerciales situées entre l'eau et les sodas, puisque vous savez qu'il y a des eaux aromatisées, des eaux plates aromatisées, autant d'ailleurs chez Danone que chez Nestlé. Vittel Up, j'en ai jamais bu, Vittel Fruit infusé bio et Contrex Green. Il faudrait goûter. Donc, effectivement, ce n'est pas trop sucré. Ça fait concurrence au soda. Et ça permet à Nestlé de communiquer sur la santé de la jeunesse pour éviter l'obésité. Et comme dirait André Grimaldi, voilà, ça va à l'encontre de la coca-coalisation de la société. Donc, Nestlé se refait une virginité à travers ses eaux aromatisées. C'est clair ? Oui, c'est très très clair. Merci, merci beaucoup. Effectivement, donc pour le coup, c'est très bien expliqué. Donc effectivement, surexploitation du coup de la nappe qui crée des conflits d'usage. Vous vouliez revenir un peu sur le processus de fabrication des bouteilles et surtout, René-Lise, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la stratégie de communication de Nestlé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces points-là dans la suite de notre entretien? Oui, alors sur le processus des fabrications des bouteilles, je le dis juste en quelques mots, mais il y a des vidéos qui sont faites par Nestlé Water qui sont très bien faites là-dessus, très pédagogiques. Donc, vous pouvez aller voir directement sur le site. Voilà, en gros, une bouteille d'eau, ça se fabrique à partir d'une préforme. Donc, il y a des camions qui amènent à l'usine, je pense que ce n'est pas spécifique à Nestlé, il y a des camions qui amènent à l'usine des granulés de PET. D'où viennent-ils? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont fabriqués ou par qui. Par la collecte. Ces camions de granulés de PET arrivent à l'usine, elles sont versées dans des cuves, ils sont chauffés, les granulés ils sont malaxés, ils sont remis à l'état liquide, ils sont injectés dans des moules de formes différentes en fonction du type de bouteille à produire. Et puis, il y a un refroidissement de ces préformes. C'est beaucoup d'énergie, sans doute, tout ça, de dépenser. Sans doute énormément d'énergie. Ensuite, ces préformes, elles arrivent au niveau des chaînes de production, où on les réchauffe, on les souffle, on les insuffle, on les sèche, etc. On injecte l'eau dedans et on bouche. Sur Vittel, c'est tout l'ensemble, cette succession d'opérations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fait dans un seul bloc de machine.
qui est dans une ambiance stérile. Et dans la pub de Nestlé, dans ses vidéos, il est dit que sur 14 machines, par exemple, il y a 5 salariés. 5 salariés pour faire tourner 14 machines qui vont produire des milliers de bouteilles par jour. Hein, donc, vous voyez ce que c'est que l'automatisation, hein, l'impact sur le nombre d'emplois. Plus ils produisent, moins ils ont besoin de personnes pour produire. Alors, bien sûr, il y a des contrôles de qualité, des traçages, la traçabilité, c'est très, très important, tout ça. Bon, le conditionnement, vous connaissez tous, vous voyez dans les supermarchés, des packs, des palettes de packs avec des kilomètres de films de plastique qui sont utilisés pour emballer tout ça. Le transport des palettes, il se fait bien par camion, par train. Nestlé utilise aussi le transport maritime. Bien sûr, dans sa communication, il affiche qu'il essaye d'utiliser des modes de transport les plus économes possibles en carbone. Hein, donc, il y a toute une publicité de Nestlé qui est faite là-dessus, sur ses locomotives, ses camions. Voilà. Ce qu'il faut savoir au niveau du transport, c'est que Nestlé est organisé en France pour transporter sa production de Vittel et sa production de Perrier, puisqu'ils ont 2 sites Vittel en France. Ça part globalement aux États-Unis par le port de Fos-sur-Mer. Ça part sans doute de Saint-Nazaire aussi pour aller, je ne sais pas où, peut-être, où est-ce qu'ils peuvent envoyer à Saint-Nazaire dans d'autres pays. Hein, voilà. Et dans le nord, il y a aussi des départs depuis le port d'Anvers. Hein, voilà. Donc, vous voyez que Nestlé, il a des transports qui sont adaptés à une production de bouteilles qui sont de plus en plus massivement exportées. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs en termes d'export, combien de la production est exportée? Vous savez à peu près ou non? Non, on sait ce qui est exporté en Allemagne, parce qu'il y a une marque spécifique qui s'appelle Vittel Bonne Source, qui est issue de la nappe profonde dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est la totalité, la quasi-totalité de la production, c'est-à-dire de l'ordre de 500 000 mètres cubes prélevés sur Vittel, qui sont embouteillés, sans doute avec de la perte, comme on l'a dit tout à l'heure, et exportés en Allemagne. Alors, il y a bien sûr, les autres eaux sont exportées un peu partout, mais plutôt dans des marchés régionaux, européens. Pour être allé aux États-Unis et au Canada, on n'a vu aucune marque Nestlé en dehors de Perrier sur le marché nord-américain. Et l'intérêt pour Nestlé d'avoir ces exports, c'est qu'elle est exonérée des surtaxes sur les eaux minérales. Donc, c'est tout bonus, quoi. Il y a juste à payer l'agence de l'eau des sommes assez dérisoires. Et donc, ils échappent à l'impôt vis-à-vis des villes. Il y a très certainement des importations et des exportations qui se complètent. Hein. Par exemple, la Pure Life qui est produite en Belgique rentre en France. Vous la voyez dans les points de vente, hein, en particulier dans les points de vente de petites bouteilles, hein, dans les distributeurs automatiques. Et puis par contre, donc la Vittel est exportée en Allemagne, voilà, tandis que la San Pellegrino rentre aussi, hein, parce que San Pellegrino, c'est Nestlé aussi. C'est italien, donc ça rentre. C'est produit en Italie, mais c'est Nestlé aussi. Donc il y a des allers et retours qui se font d'un site à un autre. C'est un vaste sujet. On pourrait dire peut-être un mot sur la surtaxe des eaux minérales, un tout petit mot. Bien sûr, bien sûr. On s'adresse aux législateurs, finalement. Je ne sais pas quand a été instaurée cette surtaxe sur les eaux minérales qui enrichit les municipalités où il y a des forages. Pour Vittel, c'est 4 millions d'euros. Au Contrexéville, c'est 2 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable dans les budgets de petites villes, bien évidemment. Et on voit bien qu'en mettant en place cette surtaxe, on crée un lien indissociable entre l'eau, la multinationale de l'eau, et la municipalité. On met en place une dépendance insupportable. Cette surtaxe devrait être simplement une taxe qui irait à l'ensemble de la collectivité. Aujourd'hui, les agences de l'eau. Mais je pense qu'on peut critiquer le dispositif. Alors, certains députés ou ministres ont voulu abroger la surtaxe sur l'eau, mais ça serait pour peut-être la remplacer par rien. Donc, l'idée, ça serait de fondre la surtaxe dans la taxe. Voilà, c'est une piste. Merci beaucoup. Je peux peut-être profiter là aussi pour parler du recyclage du plastique, puisqu'on vient de parler du processus de fabrication. Alors, je disais tout à l'heure, les premières bouteilles étaient en PVC,
On sait tous ce que c'est que le PVC, mais ça ne devait pas être très pratique, ça casse facilement, enfin, etc. Et puis donc, on a remplacé assez tardivement le PVC par du polyphthéralate d'éthylène. Et ça a été inventé à Valvert, en Belgique. Le PET. Alors, ça a posé problème à personne, sauf qu'à partir de 2019, c'est relativement récent, le sujet du plastique en France. Les Allemands, eux, ont conscience du sujet depuis les années 70 et avaient alerté Vittel des problèmes qui seraient liés au plastique en grande avance sur nous. Et Nestlé a commencé à communiquer à Vittel en 2019 en disant qu'ils avaient un objectif pour 2025 d'avoir au moins 35% de RPET, c'est-à-dire le PET recyclé, dans ces bouteilles d'eau minérale. Voilà. Alors, nous, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que Nestlé se base sur une collecte des bouteilles vides qui serait idéale. Or, on sait que la collecte, c'est essentiellement les océans, voire les sols. Donc, tout ça, c'est un peu du pipeau, je voudrais dire. Donc, Nestlé surestime volontairement l'efficacité de la collecte, parce que du plastique, effectivement, on en trouve partout. Nestlé se dit favorable à la consigne, ce qui montre bien qu'il a bien conscience de la limite de la collecte. Et surtout, Nestlé ne parle jamais, et pour cause, des microplastiques. Parce que les microplastiques, c'est plus le recyclage du plastique, ça condamne définitivement le plastique dans l'eau. Et pour ceci, d'ailleurs, Nestlé a eu le prix du Vautour d'or. Je ne connaissais pas ça. Ça s'appelle der Goldene Jahr, par une association allemande qui s'appelle la Umwelthilfe, voilà, en 2019, parce que Nestlé est le premier producteur et donc pollueur de bouteilles plastiques dans le monde. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Nestlé, mais Nestlé est en premier. Voilà. D'où aussi tout le mouvement de la Blue Community de Maud Barlow, qui consiste à mettre en place des fontaines, vu que la ville de Paris avait adhéré au mouvement de la Blue Community, mettre de l'eau à disposition avec des fontaines, des robinets dans les magasins, etc. Voilà. Donc il y a un vrai mouvement contre le plastique, mais qui est de montée plus tardive en France que dans d'autres pays. Voilà ce que je voulais. C'est important, merci pour cette précision-là. En fait, ce qui est assez incroyable, vous, dans la situation que vous vivez, c'est que, pour le coup, les usages qui, y compris, sont inscrits dans la loi, qui devraient être prioritaires, c'est-à-dire ceux allant aux habitants et aux écosystèmes, sont complètement bafoués, puisqu'on prend d'abord de l'eau qui contribue à du profit plutôt que de l'eau qui est indispensable à la vie. Donc ça, on bafoue directement la loi de 2006, notamment sur cette question-là. Oui. Ce que vous disiez aussi sur le fait que c'est majoritairement exporté, je demandais le chiffre parce que à Volvic, dont on parlera sûrement après, cette fois-ci, c'est contre Danone qu'ils se battent. Et Danone exporte 70% de sa production à l'étranger. Donc, c'est même pas pour les besoins locaux. Avec ce que vous disiez, René-Lise, qui est hyper intéressant sur le fait que ça va et ça vient de chaque côté. Et du coup, deux questions me viennent quand on a ça. Peut-être une plutôt pour René-Lise comme animatrice du site Lokimor. Parce que je pense qu'une des choses très importantes dans la bataille citoyenne et populaire que vous menez, et c'est aussi grâce à la mobilisation, et surtout grâce à la mobilisation citoyenne, que le fameux pipeline a été finalement interdit, parce que à la fin, c'est l'État qui a tranché, mais grâce à la mobilisation populaire, c'est l'accès aux informations que vous avez comme citoyen sur l'état de la nappe phréatique, sur ce que fait Nestlé sur votre territoire. Comment est-ce que vous arrivez à former cette mobilisation populaire contre la multinationale Nestlé. Et la deuxième des choses, peut-être ce sera plus pour Bernard, mais à voir entre vous comment vous voulez répondre, mais c'est quand je dis qu'on est en train de bafouer une loi, quand vous étiez en train de raconter les différentes étapes où on a permis d'aller pomper dans d'autres nappes, de prélever plus, etc. Quel est le rôle de l'État? Comment vous voyez le rôle de l'État dans ce combat que vous menez? D'accord. Oui, alors l'accès à l'information, c'est un énorme problème, parce que globalement, de l'information, on n'en a pas. On a une chance extraordinaire à Vittel, c'est que compte tenu qu'il y a un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est-à-dire un dispositif officiel qui a été mis en place pour essayer de résoudre la question du manque d'eau qui est liée à l'épuisement de la nappe qui fournit notre eau potable, qui fournit l'eau du robinet. Parce qu'il y avait cette espèce d'instance installée officiellement,
il y a eu une publicité donnée à toutes les informations concernant l'état de cette nappe. Hein, donc, il y a des documents officiels. Et puis, c'est pour ça que les membres du collectif ont siégé officiellement dans cette instance, parce que c'est des associations reconnues, agréées comme associations de défense de l'environnement ou des consommateurs. Donc, ça a été ici une chance extraordinaire de posséder au départ ces documents officiels. Donc, c'est la première source d'information dont on a disposé ici. Mais tout le monde ne l'a pas. Hein, les camarades de Volvic, ou d'ailleurs, qui ne siègent pas dans des instances comme celle-ci, n'ont pas cette information. Hein, donc, ça a été la première grosse source extrêmement importante sur laquelle on s'est basé pour mettre en évidence des faits contradictoires. Bertrand Puy a fait un peu la même chose à Bure. À partir de documents officiels, on regarde ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui est contradictoire. La deuxième source d'information, pour nous, pour moi, c'est Nestlé, hein, c'est le siège. C'est le site de Nestlé sur lequel il faut aller. Hein, il faut aller quand on est en lutte contre les multinationales. Il faut aller sur leur site. Ça fournit d'informations, c'est très important. Le problème, c'est de la décoder, cette information, parce qu'on en dira peut-être un mot. Il y a quand même de la communication, hein, dessus. Voilà. La troisième source d'information, c'est les autres luttes. C'est les autres luttes, c'est en allant rencontrer les activistes en lutte au Canada, en les faisant venir, en allant les voir. C'est en écoutant en les écoutant nous raconter leur lutte qu'on a pu faire des rapprochements, se dire tiens, chez toi c'est comme ça, mais ici aussi. Et qu'on a ensemble enrichi nos expériences, nos analyses, et qu'on a essayé de décoder un petit peu des stratégies du côté des multinationales, mais aussi des façons de faire du côté du pouvoir, des autorités, des élus. Parce qu'on a aussi des points communs là entre la manière dont sont traitées les affaires ici par l'État et les autorités, les élus, et la manière dont c'est fait aux États-Unis, par exemple, au Brésil. Voilà. Donc, c'est en gros nos trois grosses sources. Donc, le problème, c'est qu'on n'a aucune information vraiment intéressante, à part la publicité. On n'a pas de données précises, Bernard, tu me reprends si je me trompe, sur les volumes extraits par Nestlé, sur le nombre de bouteilles fabriquées. Alors, de temps en temps, ils donnent des informations. Là, ils nous disent qu'ils vont en donner, enfin. Mais dans tous les cas, ce ne sont que des informations déclaratives. L'État n'a pas les moyens de vérifier ça, et la population encore moins. Donc, les informations de volume, extraits, de bouteilles produites, tout ça, ce ne sont que des chiffres déclaratifs. Relativement anciens. Qui ne sont pas toujours très actualisés. Non, oui. Nos dernières données, c'est 2015. Ils ont un peu actualisé, là, parce qu'ils ont donné récemment des chiffres 2017, mais voilà, on est toujours en retard. D'une guerre. Ça, c'est fou parce que, en fait, ce que là, vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, il y a un autocontrôle. On va revenir sur ce qui s'est passé au Canada et autres, comment justement ces luttes, à la fois, elles cèdent et elles répondent aussi à une stratégie de ces multinationales qui est mondiale. Peut-être sur le rôle de l'État d'abord ? Oui, mais c'est vrai que sur ce sujet, on nous oppose toujours le secret industriel et commercial. Hein, donc, pour essayer d'avoir des données, on est obligé de passer par la CNIL. Alors, à la fin du cycle, au bout de 2 ans, le préfet dit, bon, OK, la CNIL a dit que je dois vous les passer, je vous les passerai. Hein, et on voit bien que ça ne se fait pas naturellement. Alors, est-ce que vraiment il y a du secret industriel ou commercial, ou est-ce que c'est un alibi pour qu'on ne dispose pas des données? En tout cas, nous, le parti pris qu'on a fait, c'est de dire on dispose d'informations légitimes, parce qu'elles sont officielles, le BRGM produit des trucs, on les utilise, on n'invente pas de données. Mais ce ne sont pas des données qui, pour nous, sont valides. Elles sont légitimes et pas valides. Moi, j'insiste sur ce point-là. Sur le rôle de l'État, il faut dire quand même qu'on est vachement naïf. Bien qu'ayant beaucoup bourlingué, quand on a découvert la situation sur Vittel, on s'est dit, ça va être simple. On va voir le préfet, on va voir le président du conseil départemental, ils ne savent pas ce qui se passe là. Et puis, dès qu'on leur aura dit ce qui se passe, tout va se régler. Bon, c'était vraiment une très grosse naïveté, parce qu'on a été quasiment éconduit partout,
Et les scénarios qui avaient été mis en place l'avaient été avec l'instigation du préfet, et jamais, 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 l'État et le conseil départemental n'ont quitté le chemin qui a été fixé, c'est-à-dire de défendre la production de Nestlé. J'insiste sur ce point-là, il est majeur. Et ça passe, selon nous, avec quelques preuves, par le plus haut niveau de l'État. Donc, en 2016, ça a été un fiasco pour nous. On s'est aperçu qu'on avait tout le monde contre nous. Donc, en premier lieu, le préfet, le conseil départemental dans sa majorité politique. Et puis, comme on a mis en évidence un conflit d'intérêts assez grave, tout s'est un peu arrêté. Et puis, on a cherché à nous séduire. Donc, il y a eu toute une phase de séduction qui a duré quelques temps. On était invité au conseil départemental en petit milieu restreint, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et donc, en 2018 et juste 2019, on a organisé une concertation publique préalable. Donc, ça, c'est l'État, le conseil départemental qui organise ça, qui s'est terminée par une validation du projet pipeline. Une procédure de concertation qui avait été mais totalement bidonnée. On en a les preuves, enfin, etc. On peut communiquer là-dessus. Et puis, coup incroyable, en octobre 2019, c'est vachement tardif. Au bout de quelques années, finalement, l'État range son pipeline dans sa poche et dit bon, on va faire autrement, on va faire comme le collectif Eau nous le dit depuis le début. C'est assez sidérant. Hein. Dans les commissions, quand on met en cause Nestlé, parce que Nestlé siège à côté de nous, on est capable de se parler, quand on met en cause Nestlé, c'est l'État ou c'est le conseil départemental qui répondent. Ce n'est pas Nestlé, ils protègent Nestlé. Il y a des enregistrements, des commissions, tout ça est entendable. Voilà, donc pour moi, le rôle de l'État, il est clair. Hein. Il y avait même un préfet, on nous a dit, quand il a été nommé, il est parti. Mais quand il a été nommé, c'est si tu règles le problème, je ne tutoie pas, mais si tu règles le problème de Nestlé, tu seras nommé préfet de région. Il n'a pas été nommé préfet de région. Ok, donc il protège Nestlé, c'est effectivement important. Juste pour bien que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Moi, il y a une chose qui m'a hallucinée, parce que moi j'étais à la marche à Volvic le week-end dernier, et j'ai appris que dans les hauteurs de Volvic, du fait de l'incertitude sur l'état de la nappe, maintenant, ils ont jusqu'à nouvel ordre interdit tous les permis de construire des gens, pas pour des questions d'artificialisation, mais parce que, ils sont pas sûrs d'avoir de l'eau à donner aux nouveaux habitants qui s'installeraient sur ces hauteurs-là. Ce qui est quand même incroyable de penser qu'en France, on a des choses comme ça. Mmh. Qu'est-ce que concrètement, ça veut dire les conflits d'usage de l'eau? Quand vous dites les conflits d'usage de l'eau, ils ont commencé lorsqu'on a permis à Nestlé d'arriver et puis après de pomper de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants, pour les acteurs économiques autres? Est-ce que vous pouvez essayer de concrétiser un peu la chose pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire que d'avoir Nestlé qui pompe dans la nappe près de chez soi? Pour les habitants de Vittel, ça commence à vouloir dire que peut-être ils n'auront bientôt plus d'eau à leur robinet. Il y a déjà des villages dans les environs de Vittel qui, depuis plusieurs étés, n'avaient plus assez d'eau et étaient obligés d'être alimentés par des camions citernes. Bon, ça a disparu. Hein. Cet été, il n'y a plus ce genre de situation parce que vraisemblablement, il y a eu des travaux. C'est sûr. Non, mais il y a sans doute eu des travaux d'interconnexion qui font que maintenant, l'aide, elle se passe en souterrain, elle ne se passe plus en surface, hein, par des camions. Ça se passe directement sous terre par des tuyaux. Mais le sujet est le même. Il y a des communes qui n'ont plus assez d'eau et il faut leur en apporter. Il faut que les communes voisines leur en apportent. Hein, l'exemple du pipeline montre que ici, c'est à Vittel, Nestlé pompe et pour lui permettre de continuer à pomper, puisque les habitants risquent de ne plus avoir assez d'eau, avec les nappes qui sont sur leurs pieds, on va aller chercher de l'eau ailleurs. Hein, donc on risque d'assécher, d'épuiser en eau un secteur, mais comme il reste encore un peu d'eau, il faut laisser Nestlé continuer à pomper et on va aller chercher de l'eau ailleurs pour en amener aux habitants. Donc il y a le projet de pipeline, il est abandonné, mais il continue dans la même logique. Il continue à vouloir aller chercher de l'eau ailleurs. Et ils iront chercher partout
ou on leur laissera en prendre. Hein, voilà. Ça, c'est l'impact sur les habitants. Il faut quand même dire que tout ça, ça commence à être un peu visible parce qu'il y a une sécheresse qui est récurrente dans les Vosges. Il y a un nombre très impressionnant de communes qui ont été déclarées en état de catastrophe naturelle en 2018, en 2019, en 2020 aussi, dont les communes de Vittel et de Contrexéville en 2018 et 2019. Donc, les gens commencent à se dire, ah ben, c'est peut-être possible qu'un jour on manque d'eau, mais ils ne font pas le lien entre la surface et la profondeur. Ils s'imaginent qu'il y aura toujours de l'eau dans les nappes profondes. Et ça, c'est hyper important. Si elles sont épuisées alors qu'elles sont normalement alimentées en partie par les nappes plus superficielles, si cette nappe profonde est épuisée, on peut quand même s'interroger sur l'état des nappes superficielles. Il est vraisemblable aussi que ces nappes-là sont en train d'être vidées. Ça, c'est hyper. Et on n'a pas d'information là-dessus. Ça, c'est secret professionnel. Ça, c'est commercial. Secret commercial. Voilà. Donc, c'est vraiment important ça parce que je pense que vraiment pour le coup la lutte que vous menez elle est exemplaire dans plein d'aspects et qu'il y a vraiment un enjeu à faire connaître ça aussi à des gens qui habitent pas forcément dans le même secteur que vous et qu'on se rende compte de à quoi ça mène de laisser une prédation se faire sans aucun contrôle jusqu'à ce point-là, jusqu'au point où l'intérêt du plus grand nombre n'est absolument pas respecté. Je me demandais si vous pouviez raconter aussi, alors je ne sais plus exactement ce que faisait cette personne-là, mais le couple ou la personne, je ne sais plus, qui s'occupait, qui était avec ses moutons, je crois, et qui a dû partir. Ça, c'est aussi des exemples de ce que ça crée aussi sur des acteurs économiques qui sont importants, mais qui sont eux petits et qui ne sont pas les grandes multinationales. Est-ce que vous pouvez redonner cet exemple-là aussi pour... Oui, il est assez emblématique et il a fait le bonheur des chaînes télévisées en Allemagne, en Suisse, un peu en France aussi. En fait, le couple, Benoît et Ghislaine, a été sollicité par Agriver, la filiale de Nestlé, pour venir essayer de sauver toute une plantation de pommiers que Nestlé avait réalisée il y a une quinzaine d'années. Hein. C'est 30 000 pommiers qui ont été plantés tout près de Vittel, et Nestlé voulait ouvrir une usine de petits pots de compote de pommes pour bébés. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et puis Nestlé voulait surtout faire une grosse opération de communication sur son engagement vert, hein, pour les arbres, pour la biodiversité. Voilà. C'était d'abord ça, l'engagement des pommiers, plus l'emploi, hein, bien sûr. Et donc, Benoît, qui a des grosses compétences agronomiques, a été sollicité. Il a bossé à l'INRA de Dijon, etc. Et est venu s'installer avec Ghislaine. Et un nombre important de moutons, c'est de l'ordre de 600-700 moutons, c'est pas rien du tout, sur les 35 000, ce qui représente 70 hectares de terre sur lesquels il a développé de l'agro-pastoralisme. Et bien sûr, comme contrepartie, il lui fallait de l'eau, puisque ces moutons vivaient toute l'année en dehors. Hein. Et donc, on lui a certifié qu'il aurait de l'eau. Il a même eu le directeur de Nestlé Waters France qui est venu chez lui, qui a dit « pas de problème, vous aurez de l'eau ». On ne lui a jamais installé de concession. Alors, l'installation de l'eau dépend de la mairie, mais comme il n'est pas propriétaire des terres, que c'est Agriver, la mairie lui disait « si Agriver demande, on le fera, mais si Agriver demande pas, on ne le fera pas ». Enfin, il s'est fait lanterner, ce qui fait que tous les jours de leur vie, ces gens-là, d'ailleurs, on les a aidés avec des tonnes d'eau, aller chercher de l'eau pour leurs moutons, 1 mètre cube pour les différents moutons en hiver, et puis jusqu'à 4 mètres cubes par jour pour l'ensemble en été, etc. Donc, ils se sont épuisés, ils n'avaient pas le droit, et ils ont respecté cette absence de droit, de réouvrir les puits qui étaient sur leur terrain et qui avaient été bouchés par Agriver. Donc, ils avaient l'eau tout près des moutons, ils n'ont pas pu l'utiliser, donc ils se sont épuisés et ils ont décidé de partir. Ils sont aussi partis après de nombreux contrôles de différentes administrations, qu'il s'agisse de la fiscalité, des contrôles agricoles, etc., qui peut faire penser qu'une certaine forme de harcèlement administratif
étaient en œuvre. Voilà, ils sont aujourd'hui bien plus heureux en Creuse. Merci beaucoup. Je pense que c'est très éclairant, effectivement, d'avoir ces exemples de ce que ça crée. Alors, peut-être pour continuer sur une des choses que vous avez commencé à évoquer, mais qui est importante. René-Lise, vous parliez donc du Canada, des États-Unis, du Brésil. Vous vouliez aussi nous parler, ça je pense que c'est vraiment important, de la stratégie mondiale qu'il y a derrière ce que vous êtes en train de vivre à Vittel contre Nestlé, et de l'embouteillage au niveau national et international. Donc, je veux bien vous entendre aussi sur cette question-là. Oui. On peut peut-être commencer sur l'embouteillage au plan national, comment ça se passe, hein, avant d'aller à l'international. Au niveau national, bon, au niveau de la France, on a deux multinationales de l'eau, deux multinationales agroalimentaires qui embouteillent l'eau. C'est Nestlé avec Vittel et par Contrex sur le site de Vittel et Perrier sur son site de Vergès dans le Gard. Puis la deuxième multinationale, c'est Danone avec ses eaux Volvic, Badois, Evian, je ne sais pas bien s'il y en a d'autres. Donc ces deux multinationales-là sont vraiment les poids lourds de l'embouteillage ici en France. Il y a par ailleurs, il ne faut pas les oublier parce qu'elles prennent de plus en plus de poids, des entreprises qui étaient à caractère local, puis régional, qui sont en train de prendre une ampleur nationale. C'est par exemple le groupe Alma, qui a été racheté par Neptune, hein, donc maintenant c'est Neptune Alma qui fabrique la cristalline et bien d'autres marques. Et puis c'est aussi le groupe Auge, qui est né dans le sud-ouest de la France, si je me souviens bien, et qui a aussi des quantités d'autres marques. Pourquoi ces groupes régionaux nationaux ont beaucoup de marques? Parce que leur stratégie, c'est d'embouteiller sur place ce qu'ils peuvent et de vendre leurs bouteilles en proximité, en circuit court. D'où la création de multiples sites d'embouteillage avec à chaque fois une marque forcément à caractère local, reconnaissable localement, puisqu'elle est destinée à être vendue en circuit assez court, le plus court possible localement. Donc, ce n'est pas les mêmes stratégies qu'avec Nestlé, voilà, on l'a vu, qui a un marché national, mais qui de plus en plus exporte, va exporter massivement avec l'eau de Perrier, et puis Danone qui est aussi sur des stratégies d'exportation. Hein. Evian est très, très vendu aux États-Unis. Voilà. Et puis, mais il y en a d'autres, des gens qui se mettent à fabriquer de l'eau. Et ce sont par exemple des tout petits groupes familiaux. On a rencontré à Mérins, puisque nous sommes allés les soutenir contre un projet d'embouteillage en pleine vallée, dans une magnifique petite vallée de l'Ariège qui est maintenant massacrée par une usine absolument hideuse. Eh bien, à Mérins, c'est une petite compagnie qui s'appelle la Compagnie des Pyrénées. Au départ, c'est quoi? C'est quelques petits financiers, assez obscurs d'ailleurs, voilà, qui se présentent comme une petite famille qui va mettre de l'eau en bouteille et la vendre localement. Hein. Qu'est-ce que ça va devenir, ça? Que vont-ils faire de l'eau après, ces gens-là? Des gens qui n'ont aucun métier dans l'embouteillage. Voilà. Et puis, il y a aussi les grandes chaînes de distribution qui se mettent maintenant à non seulement à vendre de l'eau sous leur étiquette, hein, puisque Cora, des groupes comme ça vendent déjà de l'eau avec l'étiquette de la grande distribution, mais c'est de l'eau fabriquée par les groupes qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais on nous a dit qu'en Allemagne, par exemple, le groupe Lidl est en train d'intervenir pour acheter directement de l'eau et la fabriquer les bouteilles d'eau et la marchandiser. Hein, donc, si les grands centres de distribution se mettent eux aussi à faire main basse sur l'eau, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, alors, le clou, c'est que maintenant, on vend de l'eau du robinet en vrac. Voilà, et nous avons vu, par exemple, que depuis 2017, une chaîne comme Biocop, qui pourtant a la sympathie de tous les écolos du coin. Nous-mêmes, on a un Biocop à Vittel. Eh bien, à Rennes, par exemple, depuis 2017, Biocop vend de l'eau en vrac, du robinet en vrac. Et nous a-t-on dit, il y a plusieurs Biocop qui le font, c'est plus ou moins payant. Hein. Mais voilà, Cora s'y est mis aussi, Super U s'y est mis aussi, peut-être d'autres centres de distribution depuis.
Et il y a des industriels, il y en a un par exemple qui s'appelle H2O, qui a inventé une machine installée dans les magasins pour distribuer l'eau du robinet en vrac. Et en vrac, c'est-à-dire avec des bouteilles en plastique réutilisable qu'il commercialise en même temps. Au bout du compte, dans ces situations-là, de distribution avec une vente de bouteilles réutilisables, le prix de la bouteille, ça revient à 1,50 € le litre. La bouteille, pardon. Donc, ça fait 25 centimes le litre, un truc comme ça, c'est aussi cher que de l'eau en bouteille. Voilà, ça c'est le. Donc, au niveau national, nous, on est en lutte contre Nestlé, les Volvic, c'est contre Danone. Ici, ça serait un autre groupe, ça serait pareil. D'ailleurs, peut-être un jour, Nestlé vendra à un fabricant régional. Peut-être qu'il vendra un jour à Alba au jeu ou à je ne sais qui, ou à un fonds de pension qui continuera à faire tourner. Donc, qui que ce soit qu'on a en face de soi, qui est en situation de prédater notre eau pour la mettre en bouteille, il faut le combattre. Il faut le combattre. Et ça n'est pas moins difficile de combattre un petit groupe qu'un groupe. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, dans le cadre du sujet national, international, assez tôt, pourquoi je dis ça, dans toutes les commissions dans lesquelles on participait, à chaque fois qu'on mettait en cause Nestlé, ils disaient mais les choses que vous nous racontez, San Bernardino en Californie, je ne les connais même pas, nous disait le directeur. Non, il faut que notre sujet, il est local. On a un problème local qu'on ne dénie pas, mais on se met autour d'une table, on travaille ensemble et on va trouver des solutions. D'accord ? Et là, on s'est vraiment dit, il faut internationaliser le conflit. D'autant plus, et ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est la population de Vittel. On a de plus en plus de signes de sympathie, mais de moins en moins de signes d'action. Parce que les gens, ils dépendent de l'usine et de l'emploi. Et je serai à leur place, je me mets à leur place, je les comprends. Donc on s'est dit, il faut internationaliser, et on a commencé, on a eu la chance de pouvoir le faire par nos contacts dès le début 2018, où les Canadiens sont venus à Vittel. Ensuite, en novembre 2019, on est allé au Canada, aux USA, etc. On a solidarisé nos luttes avec tout ce qui compte de Nestlé là-bas. Ça s'est un peu arrêté à cause de la crise Covid, puisqu'on devait faire un truc en Suisse l'an dernier lors de la Journée mondiale de l'eau. Mais on s'était aperçu aussi entre-temps qu'il y avait une stratégie mondiale des multinationales de l'eau. Ça n'est pas que Nestlé ou Danone ou Coca, mais qu'il existe une structure qui les fédère, qui s'appelle le Water Resources Group 2030. Alors, je me suis toujours demandé ce que voulait dire le 2030. C'est son président, qui est l'ancien patron de Nestlé, qui dit 2030, on aura encore du pétrole, mais on aura vraiment des problèmes d'eau. Donc, moi, je pense que ça donne une bonne idée des limites. Donc, c'est Peter Brabeck qui préside cette structure, qui rassemble Nestlé, Danone, Coca, Pepsi. Donc, oui, ils sont en concurrence, mais oui, ils sont amis aussi. Et tout ça a des partenariats avec Total, avec Veolia, etc. Donc, c'est une emprise mondiale du sujet. Et, voilà. Et c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers l'ensemble de ces mouvements pour internationaliser nos luttes, tout simplement. Je rappelle en passant que la France et l'Italie sont les premiers consommateurs d'eau en bouteille du monde. Pourquoi ? On sait ça, pourquoi ? Je pense que c'est historiquement ça. Je n'en connais pas bien les raisons. Est-ce que sur la lutte, est-ce que vous avez sur votre lutte à vous, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter ? Déjà, merci beaucoup parce que c'était vraiment très très clair. Et après, moi, je voulais vous poser une dernière petite question sur la campagne, mais peut-être qu'avant, vous vouliez rajouter quelque chose. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, je le dis comme ça, puis ma foi. Vas-y, bien sûr. C'était juste sur la publicité. Oui, vas-y, bien sûr, c'est hyper intéressant. Il y a une offensive en matière de pub de la part des multinationales qui sont des poids lourds parce qu'elles ont des gros budgets de communication, contrairement aux marques régionales. Et ce qui se passe à Vittel, c'est un peu la même chose qui se passe à Évian, par exemple, ou dans toutes les villes dans lesquelles il y a des sources qui sont exploitées par des embouteilleurs et qui, historiquement, étaient des stations thermales qui étaient
essaie de se reconvertir en station de spa, etc. L'image de l'eau à Vittel, elle est adossée à la station depuis le 19e siècle. Donc au départ, c'était une image d'eau thérapeutique, voilà, pour les goutteux, pour ceux qui ont mal ici, qui ont mal là. Avec à Vittel, c'est spécifique un peu à Vittel, une image de station de luxe mondaine, une station de l'entre-soi. Ensuite, cette image-là, elle n'était pas porteuse pour le plastique et pour la mondialisation. Donc, dans les années 70, existe l'image de l'eau pour malades. Voilà. On introduit, on associe l'image de l'eau à l'image du sport. Et ici, à Vittel, la station, elle a été transformée en centre d'entraînement sportif à l'occasion des Jeux olympiques de Berlin. Donc, il y a eu un centre pré-olympique construit ici. Et là, pour les Jeux 2024, on réactive. Donc, l'image du sport, beaucoup plus porteuse. Le Tour de France, vous avez tous vu la caravane du Tour de France avec Nestlé, ça date des années 70. Là, ils lâchent un peu parce que ce qui les intéresse, c'est des compétitions qui ont encore plus d'audience. Mais bon, voilà, l'image du sport, elle est portée, l'image de Vittel, elle est portée à très haut niveau dans des compétitions d'envergure internationale, mondiale, parce qu'il faut vendre au niveau du monde entier. Ce n'est pas parce qu'ils préfèrent le sport international ou le sport amateur, non, c'est parce qu'il y a une vente à faire derrière. Dans les années 80, ils ont ajouté une couche à cette image, c'est l'image de bien-être. Et au niveau de la station, ça a correspondu à l'arrivée du Club Méditerranée. D'accord ? Nous sommes toujours dans une image de bien-être, quand même, qui s'adresse à des gens qui ont certains moyens. Voilà. Et dans les années 90, arrive l'image de biodiversité. Tout ça, ce sont des couches qui s'empilent. La biodiversité avec AgriVert qui porte toute cette stratégie de communication, de verdissage. Donc, depuis les années 2000, on est sur une image verte et sur des valeurs partagées. Donc, AgriVert, eh bien, d'abord, on a montré qu'elle s'adressait à des agriculteurs, et puis après, on a ajouté les forestiers, l'ONF, sur les forêts, et puis on a complété cette image avec une image territoriale qui a associé des politiques. D'accord ? Tout ça, c'est dans l'histoire de la com. Et puis, depuis 2016, création du collectif, quand même, 88, et puis aussi le lancement d'actions répétées de la part d'ONG comme Some of Us International ou Greenpeace. La communication est quand même massivement centrée sur des réponses à des attaques de ces ONG et de ces collectifs. Nestlé essaye de montrer à travers ses pubs que non, l'eau en bouteille, ce n'est pas dangereux pour la santé. Non, l'eau en bouteille, ce n'est pas dangereux sur l'environnement. Non, l'eau en bouteille, ça n'est pas du tout dangereux pour la ressource en eau. Et puis, nous, on s'engage pour la préservation de la biodiversité. En 2020, Nestlé a fait 3 campagnes publicitaires. 3. La première, c'était le Tour de France, avec comme message le tri. Il faut trier, c'est votre responsabilité individuelle de trier. Et ensuite, il faut recycler. Ça, on s'en occupe avec Veolia. Ils sont partenaires avec Veolia sur le recyclage. La deuxième campagne de publicité, c'était cet été, c'était la saga avec les écureuils boxeurs, vous savez, et puis les petites... Non, c'est les abeilles boxeuses et les écureuils qui faisaient du basket. Donc là, c'est l'image de vitalité, biodiversité et sport. Et puis la dernière campagne, c'est à destination de la presse, où ça s'appelle démêler le vrai du faux, peu importe. Là, c'est Perrier contre Ex-Vittel. Et l'objectif, c'est de communiquer sur les objectifs de fabrication du PET recyclé, tri-recyclage, la neutralité carbone, la biodiversité, voilà. Et là, en 2021, je suis allée voir tout à l'heure, ça change tout le temps. En 2021, il n'y a plus qu'un message chapeau, c'est préserver la biodiversité. Et sous ce chapeau, eh bien, on retrouve dans l'ordre. L'ordre est très important parce qu'il change. Premièrement, les écosystèmes et la nature. C'est passé en première position. Deuxièmement, la ressource en eau. Ils avaient un slogan absolument fameux qui s'appelait « Puiser sans épuiser ». Avec l'exemple de Vittel, ils ne peuvent plus utiliser ça. Donc, ça a été remplacé par « Garantir une gestion durable et responsable de l'eau ». Voilà. Et puis, la troisième action, c'est les emballages en plastique.
comme le plastique est très attaqué en ce moment, qu'il y a des gens comme nous qui disent, et d'autres qui disent, non, mais le plastique recyclé, ça reste du plastique. Hein. Donc, voilà, ça pollue toujours. Donc, vous allez fabriquer plus de bouteilles en plastique recyclé, mais ça va toujours faire autant de pollution. Alors, ils se mettent à communiquer maintenant sur des emballages faits avec autre chose que le pétrole directement. C'est ce qu'ils appellent les emballages biosourcés, avec des fibres végétales, etc. Sauf qu'on va planter, on va faire des cultures pour les emballages biosourcés sur des terres agricoles qui servaient avant à nourrir la population. Donc, ça ne va pas non plus. Vous voyez, c'est un non-sens, ça reste un non-sens sur le plan écologique. Puis donc, leur dernier point, c'est l'empreinte carbone. Alors, avec des camions électriques, avec des locomotives électriques, etc. Bon, mais on continue à transporter d'un bout à l'autre du monde de l'eau. Hein, voilà. Et avec des procédés de fabrication, comme ceux qu'on décrivait tout à l'heure, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus quand vous regardez des publicités. Regardez, c'est extrêmement enrichissant. C'est valable pour Nestlé, c'est valable pour, je pense, Danone. Sur son site, je ne connais pas aussi bien, mais c'est à peu près la même chose. C'est les mêmes types d'arguments. Mais c'est hyper intéressant d'avoir rajouté ce point-là parce que, par exemple, à Volvic, bien, ils ont changé leur logo pour que leur logo soit vert, justement. Voilà, pour que ça apparaisse, effectivement. Nous, on appelle ça du verdissage, de l'enfumage. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que les minéraliers sont dans l'impasse en réalité. Sans faire le faux visionnaire, ils sont dans l'impasse. Il ne faut pas les aider à en sortir. C'est ça. Donc, les problèmes de… là-dessus. On pourrait remplacer, c'est la campagne Greenpeace, hein, remplaçons le plastique jetable par du plastique réutilisable. Non. Non. Remplaçons le plastique par du verre. Non. Non. Écologiquement, remplaçons le plastique par des emballages biosourcés. Non. Non, parce que de toute façon, la question est, ils pillent notre eau. Ils la sortent du cycle de l'eau. Ils l'emmènent ailleurs. L'eau est perdue pour nous. Et nos nappes se vident et on va avoir besoin de l'eau avec le changement climatique. Et cette eau, on ne l'aura plus. On ne l'aura plus. Et eux auront remis la main sur d'autres sources. Vous avez vu la mise, comment s'appelle, la financiarisation de l'eau, hein, le marché de l'eau. Donc, les sociétés à capitaux d'investissement vont investir dans l'eau. Nestlé a vendu ses marques américaines à une société de capital investissement. Donc, ces gens-là vont mettre la main sur l'eau et ils vont la vendre en bouteille ou pas en bouteille. Ils la vendront aux agriculteurs, ils la vendront aux industriels. Elle sera vendue. Elle sera vendue aux habitants très cher. Ça, c'est important parce que, donc, effectivement, ce à quoi vous faisiez référence, c'est donc depuis décembre 2020 où en Californie, on peut spéculer sur l'eau en bourse. Et on l'a vu aussi avec l'Australie, qui est le premier pays à avoir fait des marchés sur l'eau, où il y a une spéculation lors des sécheresses, avec plein d'agriculteurs qui se retrouvent complètement pris à la gorge, qui doivent tout vendre parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau. Donc voilà, je retiens la phrase « ils pillent notre eau ». Et alors peut-être pour terminer, si vous pouviez chacun dire pourquoi, puisque nous sommes partenaires dans cette votation, donc sur lequel tout le monde peut aller voter sur Au point vote, pourquoi est-ce que vous incitez les gens à voter oui pour que l'eau soit inscrite comme un commun dans la Constitution avec l'interdiction de la marchandiser? Nous, on parle, enfin, moi je parle du constat, mais je ne suis pas tout seul à dire que le statut de l'eau est catastrophique dans nos sociétés, qu'il s'agisse de l'Europe. Moi, je pensais qu'on avait des statuts assez protecteurs en Europe par rapport à l'Amérique du Nord. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. Imaginons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis toujours quasiment, les lois datent du 19e siècle, on peut s'approprier avec de l'argent des nappes profondes qu'on enlève aux habitants. Les seules eaux inappropriables sont les eaux courantes et les eaux du littoral. C'est-à-dire que toutes les nappes profondes peuvent être appropriées. Et ça, c'est prévu par les législateurs dès 1880. Donc, il faut à toute allure
on travaille avec des juristes sur ce sujet, des juristes universitaires. Il faut réformer le statut de l'eau et ça va beaucoup trop lentement. Actuellement, tout ce qui est protection de l'environnement se construit sur du droit patrimonial. Alors, il faudrait quasiment un droit spécifique sur l'eau. Et pas, c'est pas le patrimoine. Le patrimoine, c'est les héritages du père de famille. Voilà, c'est le patrimoine artistique de la France. Alors, l'eau va être un patrimoine. C'est pas un patrimoine. L'eau, c'est la vie. C'est pas le passé, c'est l'avenir. Donc, changer le statut de l'eau, c'est quelque chose de majeur. Et je suis révolté de voir que le Parlement a voté un délit d'écocide, alors que c'est bien sûr le crime écocidaire qui aurait dû passer. Donc, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Voilà, donc oui, avec toutes nos tripes, il faut changer le statut de l'eau, protéger l'eau, c'est nous protéger, c'est protéger toute la vie. On est peut-être les moins à protéger dans l'univers de la vie d'ailleurs, tellement on porte atteinte à l'environnement. Merci beaucoup Bernard. René-Lise? Oh, écoute, bon, moi je rejoins ce que dit Bernard. Ici sur Vitel, c'est très difficile de convaincre les gens de participer à une votation et même d'imaginer dire quoi que ce soit qui pourrait aller contre les intérêts de Nestlé. Donc, aux gens de Vitel, moi je vais leur dire, parce qu'ils sont complètement le nez dans le guidon sur le problème d'eau en bouteille, c'est de dire il faut arriver à dire non aux multinationales. On veut reprendre notre eau. Concernant l'eau en bouteille, d'abord, si on veut économiser l'eau, arrêtons d'acheter de l'eau en bouteille. Arrêtons d'acheter de l'eau en bouteille. Ensuite, si on veut économiser l'eau, oui, il faudra qu'on économise l'eau, il faudra qu'on change nos pratiques. Il faudra qu'on change nos pratiques. Il faudra qu'on apprenne à être plus économe dans nos pratiques individuelles. Et il faudra que dans les activités du département ou dans les activités ailleurs, il faudra trouver des activités qui sont moins consommatrices d'eau. On est dans les Vosges, peut-être dans les Vosges, il faut arrêter de faire du ski. On sera obligé de toute façon, quand il n'y aura plus d'eau. Quand il n'y aura plus d'eau, on ne pourra plus faire de ski du tout. Sur Vitel, tout le tissu économique est dépendant de l'embouteillage. Il y a un embouteillage, il y a des fabriques de carton, il y a des fabriques de bouchons, il y a des choses comme ça. Le jour où il n'y a plus d'eau, Nestlé partira et il n'y aura plus aucune activité pour personne. Pour les salariés, pour les agriculteurs, pour la fromagerie d'à côté qui a besoin d'eau aussi pour faire ses fromages. Ça sera fini. Donc, il faut absolument qu'on sauvegarde notre eau et qu'on inscrive l'eau dans la Constitution comme quelque chose qui ne pourra jamais être vendu. Un immense merci à vous pour cette présentation très claire. Et je suis très heureuse parce que cette votation, c'est non seulement une votation, mais aussi un moment pour faire de l'éducation populaire. Et je pense que c'est vraiment bien que tout le monde entende le combat que vous êtes en train de mener. Donc, vous pouvez partager cette vidéo et bien sûr, aller sur Au Point Vote pour voter. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. L'eau pour la vie, pas le profit. Exactement. Et l'Ocumor.com et l'Ocumor Facebook. L'eau est à nous, pas comme multinationale. Voilà, merci de nous avoir auditionnés. Merci beaucoup.